Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une de ce 20 août 2026. Le Conseil électoral provisoire a rencontré ce jeudi plusieurs représentants de partis et de groupements politiques autour du processus électoral en cours. Les échanges ont été particulièrement tendus. Certains responsables politiques dénoncent des dispositions du décret électoral qu'ils jugent exclusives et susceptibles de compliquer l'inscription des candidats. Le processus d'inscription des candidats débute ce 20 août, mais les acteurs politiques tardent à se manifester. Malgré les avancées enregistrées par le CEP, plusieurs dirigeants restent réticents face aux dispositions du décret électoral et réclament des changements. Également à la une, les États-Unis ont déporté 161 ressortissants haïtiens vers Haïti ce jeudi. L'avion affrété par l'ICE a atterri à l'aéroport international du Cap-Haïtien. Cette nouvelle vague de déportation intervient dans un contexte de durcissement de la politique migratoire américaine à l'égard des Haïtiens en situation irrégulière. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Rencontre sous tension entre des représentants de partis politiques et le CEP. Le Conseil électoral provisoire a rencontré ce jeudi 20 août des représentants de partis et de groupements politiques afin de discuter du processus électoral en cours. La rencontre a été marquée par des agitations dans la salle. Les représentants politiques ont notamment exigé des modifications du décret électoral. Selon eux, le document modifié par le gouvernement est exclusif et contient des dispositions qui rendent difficile, voire impossible, l'inscription des candidats. Les discussions se poursuivent vendredi avec d'autres responsables de structures politiques agréées par le CEP. Suivez ce reportage de Richie Fortuné. La rencontre devait être l'occasion d'un échange entre le Conseil électoral provisoire et les représentants de plusieurs partis politiques sur le processus en cours. Mais au fil des interventions, l'ambiance s'est rapidement tendue dans la salle. En cause, le décret électoral jugé trop pro-gouvernemental depuis sa dernière modification par le chef du gouvernement. Lancée ce 20 août, date du début des inscriptions des candidats, cette rencontre n'a finalement pas donné les résultats escomptés par les membres du Conseil. La question que nous posons, c'est question montant que vous exigez avec chaque candidat pour être capable de participer dans l'élection. Vous demandez ensemble avec le président, le candidat à la présidence, pour lui gagner 2 millions de gouttes, pour l'inscrire seulement. Le candidat à la députation, 300 000 gouttes. Qui pas dérangé. L'autre question qui plaît, c'est même ma bénumé et c'est important. Mes amis, nous parlons, nous demandons que nous disons catégoriquement que montant ça, il dit catégoriquement que les trois hauts sont supposés baisser. Pour cette première journée, la salle de rencontre a accueilli des représentants de formations politiques peu connues, mais déjà agréés par le Conseil électoral. En dépit de leur participation aux étapes précédentes du calendrier, ces responsables n'entendent pas poursuivre les démarches tant que la loi électorale n'aura pas été officiellement modifiée. Entre interruption et agitation, cette première journée de rencontre aura surtout été marquée par une atmosphère de tension. Finalement, ils ont imposé chaque parti politique 30 000 membres. C'est-à-dire qu'ils ont rencontré tout 4 jours et ils ont dit pas de doublure. Question décret électoral, ça. Nous dit rentrez, li pas jouer en faveur nouvelle classe politique là. En plus de ce caractère exclusif qu'il dénonce au sujet du décret électoral, ces dirigeants politiques soulignent l'impossibilité de tenir les joutes d'ici fin 2026, notamment en raison de la crise sécuritaire à travers le pays. Ils se disent en faveur d'élections, mais pas dans les conditions actuelles. Nous prenons acte devant le Conseil électoral là, pour que nous posions acte là. Et nous avons fait une pétition pour nous contester, premièrement, question 30 000 hommes. Deuxièmement, combien demandé pour candidats inscrits. Troisièmement, et question l'argent, financement, c'est ensemble. Je dis à nous mettre en question.
Les interventions du président du CEP, Jacques Desrosiers, n'ont pas réussi à calmer les représentants des partis présents qui réclamaient une pause sur l'application du calendrier. Alors que l'inscription des candidats est censée débuter ce jeudi, les groupes politiques boudent cette étape pour le moment. Non, là, il faut avancer. Ouais, nous tendons, là, nous tendons. Si nous sommes d'accord sur le bagage, on avance. Si nous voulons avancer, on avance. Là, non dialogue, attention. Non dialogue, il faut entendre nous. Il faut pas qu'il y ait mauvaise foi. On va se concocter entre nous, mais avant de parler de donc, il ne faut pas qu'il y ait mauvaise foi. Nous faisons un jour. Nous maintenant, nous d'accord sur le bagage, on avance. Parce que, faut nous connaître. Les participants se sont entendus pour envoyer un mémorandum au CEP dans lequel seront inscrits leurs principaux griefs. Ils exigent notamment une modification du décret électoral et l'arrêt du processus dans l'attente du rétablissement du climat sécuritaire. Un atelier d'échange a été organisé ce jeudi par le ministère à la condition féminine autour de la participation des femmes au processus électoral. À cette occasion, la ministre Pédrica Saint-Jean a appelé les femmes à s'impliquer davantage dans la vie politique du pays. De son côté, la ministre des Affaires étrangères, Aïda Forbin, a mis l'accent sur les obstacles qui limitent la participation politique et électorale des femmes. La conseillère électorale a pour sa part rappelé que l'article 100.1 du décret électoral prévoit que les listes de candidats soumises par les partis politiques doivent compter au moins 30% de femmes pour chaque poste électif. Alors que le processus d'inscription des candidats débute ce 20 août, les acteurs politiques tardent à se manifester. Malgré les avancées enregistrées par le CEP, plusieurs dirigeants politiques restent réticents et réclament des modifications du décret électoral. L'ancien député Deus Desronettes du parti EDEM est notre invité ce soir à Metro News. Avec lui, nous allons parler du processus électoral. Docteur Deus Desronettes, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Metro News. Bonsoir, Dr Batelmi, et bonsoir à tout le monde. Alors, nous sommes ici pour parler du processus électoral par rapport aux avancées qui se font actuellement, docteur Desronettes. Est-ce légitime de toujours se demander si les élections se tiendront cette année? Oui, le doute, bon, c'est l'affaire des chercheurs, surtout s'il y a des indices qui prouvent que le doute est fondé. Donc, c'est vrai que le CEP fait tout ce qui est dans son pouvoir pour planifier, donner des dates et respecter les échéances fixées. Cependant, il y a une inquiétude, les questions sécuritaires. Et pour moi-même, il y a un manquement sur le plan de la gouvernance, question de créer cette paix au sein de la population, mais surtout de créer le minimum de sécurité pouvant faciliter la réalisation des élections. Donc, disons, nous avons des routes qui sont bloquées, ce n'est pas les moindres, c'est les grands axes. Et nous avons aussi l'aéroport international qui est dysfonctionnel jusqu'à maintenant. Et vous savez, pour réaliser les élections, il faut donner cette possibilité aux candidats de pouvoir rencontrer les personnes, rencontrer les communautés, discuter, mais en groupe. Et là, on ne sait pas comment encore adresser la population dans 2 départements, notamment l'Ouest et l'Artibonite, mais surtout, comment on va pouvoir aller dans les autres départements si les moyens ne sont pas disponibles. Est-ce que l'État va dire que pour les candidats, on va disposer des moyens de survoler Haïti? Voilà. Et il y a tout ça. Donc pour moi-même, il y a ce côté, jusqu'à présent, il y a un manque de communication du côté du gouvernement pour dire, quand vous parlez de sécurité, et si vous souhaitez nous parler, nous communiquer sur une forme de sécurité minimum pour réaliser les élections. Quels sont les éléments de cette sécurité minimum? Comment on va procéder et comment on va faire? Parce qu'il y a des gens qui sont indécis par rapport au processus, alors que les échéances arrivent, CEP fonce et le gouvernement reste muet.
Voilà. Dans ce cas, quel devrait être le comportement des acteurs politiques, puisque vous êtes un acteur politique en tant qu'ancien député également? Est-ce que vous pensez qu'il serait bon, vous, en tant qu'acteur, de vous mettre ensemble, d'aller vers le gouvernement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque le constat a été fait, il y a la question sécuritaire qui pose problème, le Conseil électoral provisoire avance dans ses préparatifs pour les élections. Quel devrait être le comportement des acteurs dans ce cas? Et c'est une préoccupation aussi, parce que là, il y a ce jeu d'intérêts, où les intérêts qui sont pas, disons, qui sont divergés tellement, mais certaines fois avec un objectif commun, l'objectif de sauvegarder la patrie, l'objectif de relever Haïti, et on pourrait, disons, transcender, on pourrait aller vers un dépassement de soi pour se mettre ensemble. Mais là encore, on dirait que la crise persiste, les situations sont difficiles, mais les acteurs ne sont pas conscients. C'est comme si on n'est pas conscient de la situation réelle d'Haïti. Mais ils s'inscrivent quand même. Donc, et il y a dans le CEP, intéresse les acteurs politiques à se mettre ensemble, mais on dirait que ce n'est pas par vouloir de se mettre ensemble, ce n'est pas par solidarité, et puisque les regroupements ne se font pas sur base d'idéologie politique, on dirait qu'on se met ensemble pour avoir un grand groupe pour bénéficier, disons, les incitatifs du Conseil. Mais maintenant, s'il faut placer Haïti en premier et placer Haïti au-delà de nos intérêts, je pense qu'il est de notre devoir, comme acteur politique, de se mettre ensemble et de demander au gouvernement qu'est-ce que vous allez faire avec nous. Parce qu'il y a le temps électoral qui va arriver, là, c'est un mois, quelques jours. Si on devrait lancer les campagnes électorales le 5 octobre, dites-nous, avant le 5 octobre, qu'est-ce que vous allez faire pour nous rassurer et qu'est-ce qu'ensemble on peut faire pour sauver Haïti. Parce que je pense qu'il est important aujourd'hui à ce qu'on voit ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour Haïti, pour notre patrie. Je regardais si ce qui se passe autour de nous, c'est insignifiant pour certains, si on n'est pas conscient des questions de kidnapping, des questions de violence poussée, quand je parle de massacre et tout ça. Mais ceux qui sont beaucoup plus réservés, qui sont dans la science, avec la publication de la lettre de cadrage pour le budget 2026-2027, on nous montre que Haïti est dans une crise structurelle. Si on a besoin encore de 10 ans pour récupérer le niveau de PIB de 2018, donc pour nous mettre sur le chemin, c'est pour dire que nous qui attendons une relève pour Haïti, donc on est dans une crise structurelle qui exige le dépassement des acteurs afin de faire quelque chose pour Haïti. Parlons de ce que vous dites, il y a certains acteurs qui prônent justement la résolution de tous ces problèmes par l'organisation des élections. C'est ça, on est dans un dilemme. Oui, avec cette question de transition qui ne se termine jamais. Et à chaque groupe qui arrive avec son projet, sa feuille de route et on passe à côté. Donc, on s'éternise dans cette mésaventure, alors que la solution, c'est les élections qui doivent apporter les solutions, mais pour la réalisation des élections, il faut qu'il y ait des actions concrètes au minimum. Donc, pour dire, oui, nous voulons aller aux élections, mais donnez-nous la possibilité de faire campagne. Maintenant, est-ce qu'on va nous dire qu'on va faire campagne par Zoom, par Google Meet? Est-ce qu'on va faire campagne par WhatsApp, sur les groupes? Donc, comment on doit approcher le territoire et les citoyens qui sont dans le territoire? Parce que c'est difficile, si vous voulez déplacer un groupe de 10, groupe de 15, c'est difficile de trouver un vol. Pour dire, faire 15 réservations à la fois pour se rendre dans le sud-est, dans le sud, dans le nord. Donc, par voie aérienne, c'est difficile. À moins qu'il y ait... Et le coût, c'est énorme. Donc, vous ne pouvez pas demander à ceux qui veulent représenter leur communauté qu'ils soient seulement des richissimes. Ou du moins, est-ce que l'État met une sorte de subvention spéciale pour les candidats? Ou est-ce que c'est le secteur privé qui va s'investir à fond? Ou qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, ce n'est pas clair pour la réalisation des élections. Et aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur, vous demandez est-ce que le gouvernement puisse communiquer sur ces questions. Mais lorsque nous prenons
le processus d'enregistrement des électeurs aujourd'hui qui se fait dans plusieurs communes, certes, mais il y a plusieurs communes qui ne sont toujours pas concernées, touchées par cela aujourd'hui. Si on prend par exemple Carrefour, Cité Soleil, Montrouy, l'Esther, pour ne citer que cela. Donc, est-ce que vous interprétez cela comme une forme d'exclusion de ces communes par rapport aux élections qui va y avoir? Là, c'est une question très intéressante parce que il y a des débats, on lance des débats en petits groupes comme professeurs avec des étudiants et avec d'autres acteurs politiques pour dire est-ce que le gouvernement est en train d'officialiser des territoires qu'on appelle des territoires perdus? Est-ce que ces territoires sont cédés aux gangs, sont abandonnés aux gangs, ou du moins, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une forme de, je ne sais pas, des négociations sur ces territoires? Parce que Haïti, c'est une république unitaire qui se décentralise. Donc, tout au moins, je ne sais pas qu'on a cette possibilité de droit ou administrative de léguer une portion d'Haïti, ni d'abandonner une portion d'Haïti. C'est la responsabilité de l'État de protéger, de sécuriser les citoyens et de défendre le territoire. Maintenant, si vous nous défendez tant citoyens que territoire, comment on va dire qu'il y a des portions qui sont abandonnées ou du moins qui sont perdues? Maintenant, si on est en train de, je dirais, d'officialiser des territoires perdus, les gens qui vivent sur ces territoires, est-ce qu'ils sont encore des Haïtiens? Quel est le comportement légal qu'on doit avoir par rapport à ces gens? Quel nom qu'on va les donner? Est-ce que ce sont des gens qui sont indépendants sur le sol haïtien, qui sont plus haïtiens? Maintenant, ce sera encore un gros problème de politique publique pour que l'État puisse adresser ces gens qui, je ne sais pas. Donc, c'est une situation complexe, mais cependant, j'imagine que l'État n'a pas ce droit de dire que nous allons réaliser des élections, mais on va enlever Carrefour, on va enlever Cité Soleil, on va enlever, je ne sais pas, n'importe quelle zone qu'on puisse comprendre qui soit constituée comme territoire perdu. Pourquoi? Parce que, justement, nous, citoyens, nous payons l'État, nous engageons les autorités. Aujourd'hui encore, on les paie. Ils ont le confort qu'ils ont exigé pour exercer ce travail. Et leur responsabilité, c'est de nous défendre et de défendre notre territoire. De ce fait, si aujourd'hui, on dit on ne va pas mettre des bureaux de vote à Carrefour parce que c'est considéré comme un territoire perdu, est-ce qu'à Carrefour, il n'y a plus de citoyens? On peut dire, est-ce que les citoyens de Carrefour n'ont plus de droits? Est-ce que Carrefour, comme commune, n'a pas le droit d'avoir un député, un maire, une mairesse? Donc, à mon sens, c'est des questions qu'on ne doit pas banaliser, qu'on doit prendre en compte et d'exiger des réponses claires de la part du gouvernement. Mais puisque ce sont les gangs qui dirigent ces portions de terre, comme vous venez de le dire, donc est-ce que ce n'est pas en quelque sorte pour éviter que cette personne qui est élue ne soit un membre de gang ou quelqu'un que le gang veut? Bon, là, c'est une question d'État. Parce que, comme on dit, nous avons des autorités et nos autorités, jusqu'à aujourd'hui, ne disent pas qu'ils sont incapables de faire ce boulot. Le boulot de protéger les territoires haïtiens et les Haïtiens. Maintenant, je ne crois pas qu'il peut exister des groupes, soit armés ou d'associations, qui soient plus forts que l'État. Parce que l'État dispose de la puissance publique. Nous ne devons pas oublier ça. L'État dispose de la puissance publique. Donc, l'État a cette capacité d'agir au-delà de ce que nous pouvons même imaginer. Et puisque c'est un homme qui a été député qui le dit, donc on le prend très au sérieux, bien évidemment. Donc, est-ce qu'on doit comprendre qu'il s'agit de manque de volonté? Ils ne veulent pas résoudre la crise sécuritaire parce que, comme plus d'un le disent, plus il y a instabilité politique, plus on va devoir reculer les élections, donc les élections ne pourront pas avoir lieu. Donc là, on peut voir, on peut regarder cette question sur deux angles. Oui, la question de volonté n'est jamais suffisante pour diriger. La gouvernance exige beaucoup plus que la volonté. La gouvernance exige la volonté, la capacité
et la responsabilité. Donc, c'est pour dire, oui, on peut trouver des hommes et des femmes d'État qui ont la volonté, mais ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui, ceux qui nous dirigent actuellement? Je pense qu'il y a un problème de capacité, et grave. Pour moi, le diagnostic de la situation et de la crise est mal posé, tant pour l'instabilité politique que pour les crises de sécurité et les crises sociales aussi. Pour moi, le diagnostic est mal posé. Donc, dès qu'on a mal réalisé le diagnostic, donc vous ne pouvez pas venir avec des résultats ou du moins des solutions qui puissent coller avec, parce que le diagnostic est mal fait. Donc, à mon sens, il faut qu'il y ait moins d'émotions. Il faut qu'il y ait tout au moins un effort de planification. Parce que pour aborder une crise, il faut qu'on l'aborde sur un plan, il faut l'aborder suivant une démarche. C'est un processus. Quel est l'élément qu'on doit toucher avant? Parce qu'aujourd'hui, on dirait que le gouvernement n'est pas conscient que notre système économique est à la base de la violence. Aujourd'hui, le gouvernement n'est pas conscient. Est-ce que c'est une volonté réelle pour des gens d'intégrer les groupes armés ou du moins les gens intègrent les groupes armés parce qu'il y a une autre raison? Et la raison, pour moi-même, c'est la vulnérabilité économique, la vulnérabilité sociale, qui exige qu'on adresse ces problèmes avec des politiques publiques. Pour moi, l'action publique est inefficace et cette inefficacité de l'action publique découlant d'une mauvaise gouvernance depuis des années a engendré l'existence de cette crise. Et maintenant, quand vous voulez aborder la crise des sécurités seulement avec des chars blindés, avec des armes et des munitions, pour moi, vous faites fausse route. Il faut qu'il y ait des politiques publiques, il faut qu'il y ait une action publique concrète puissant adresser les situations sociales, les situations de vulnérabilité économique, et vous allez voir que petit à petit, vous approchez vers une résolution de la crise sécuritaire. Et c'est donc sur ces mots que nous allons refermer cette entrevue. Merci infiniment à vous, docteur Deus Desronet. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à ceux qui nous regardent. Merci encore. Voilà donc l'analyse du docteur Deus Desronet, ancien député. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. La commune de Gressier traverse une grave crise sécuritaire après une attaque de gangs armés et l'incendie du quartier de Jasmin dans la nuit de mardi à mercredi. Interrogé sur la situation, le directeur général de la mairie, Claudie Alexis, dresse le bilan d'une population aux abois, contrainte de fuir face à la violence. Écoutons Claudie Alexis, directeur général de la mairie de Gressier. Depuis semaine dernière, communément, on est en situation de tension qui paraît incontrôlable. Nous sommes capables de remarquer, dans son cap circulé, les exam yo incendié commissariat, yo pillé, yo porté tout ça calé là-dedans. En situation de tension, coup de à tirer, échange entre la police et les exam yo, et toute tension ça yo a déroulé dans Gressier depuis semaine dernière. Mais la situation a commencé à évoluer dans ce sens. Pire, c'est lorsque il y a un autre groupe Negazam qui envahit partie dans la commune Gressia, qui c'est dans le monde, nèg sa yo occupé toute reste commune net sorti depuis sous Carrefour, dans la zone Montville, côté semaine passée en haut, Negazam yo t'est envahi, t'es gagné plusieurs monde qui t'est laissé ça. Donc la situation continue à dérouler et population liée aux abois, population attend secours nous-mêmes qui paraît des bras croisés. Nous faisons des marches auprès du pouvoir central là pour renforcer l'équipe policière qui là yo, bagaille que le pouvoir central là fait vrai avec une équipe policière bri qui atterrit dans la commune, vient renforcer l'équipe SWAT activement qui a bataille pour rétablir l'ordre dans la commune. Actuellement là, il y a une petite stratégie pour voir comment
pour être capable de contourner le problème ça, situation d'insécurité qui met les populations aux abois et qui fait le courir quitter la Kailia. Les ou ces techniciens ou gon gens ou garder bagay là. La police a fait des efforts, la police essayé à le contourner pour arrêter progression nèg exam qui a fait dans monde nan et la police fait des efforts tout pour arrêter progression nèg exam qui a fait dans centre grecier et quand commence d'autres aller là nous-mêmes autorités locales magistrat Berto magistrat Alphonse nous prend contact avec pouvoir central côté que dans réflexion avec eux ils ont décidé pour renforcer la police là qui a intervenu sous commune grecier particulièrement task force là et ils pral augmenter effectif là avec des policiers spécialisés bris bagay qui fait qui déjà dans commune là il y a des matériels blindés qui augmenté donc ça montre que le travail a fait matériel blindé augmenté avec policiers brio qui viennent depuis samedi dans l'après-midi policiers brio commencé venir dans la commune et ils viennent avec des matériels blindés dans la commune. Comme annoncé en titre, les États-Unis ont déporté 161 ressortissants haïtiens vers Haïti ce jeudi 20 août 2026. L'avion transportant les déportés a atterri à l'aéroport international du Cap-Haïtien. Il s'agit d'un vol d'expulsion de l'ICE en provenance de l'Alexandria, en Louisiane, après une escale à Miami, en Floride. Ce vol marque le premier retour d'un avion d'expulsion vers Haïti depuis la suspension le 27 juillet dernier du TPS accordé aux Haïtiens. Pour refermer la page nationale de Métro News, les mototaxis sont devenus en Haïti un moyen de transport incontournable, mais aussi l'un des symboles du chaos routier qui frappe le pays. À travers les témoignages de 3 chauffeurs, un nouveau film d'Arnold Antonin plonge dans l'univers informel des 2 roues et explore les causes d'un phénomène devenu un véritable fléau. Policiers, médecins, chercheurs, fonctionnaires, commerçants et victimes d'accidents livrent des témoignages parfois contradictoires sur cette réalité qui touche particulièrement les jeunes. Des images tournées sur le vif et différents témoignages mettent en lumière les conditions de circulation ainsi que les conséquences humaines de phénomènes qui constituent désormais un enjeu majeur de santé et de sécurité publique. Selon les chiffres avancés dans le film, les accidents liés aux motos feraient chaque jour une dizaine de morts et une 50aine de blessés en Haïti. Voici le rappel des principaux titres à la une de ce jeudi. Le Conseil électoral provisoire a rencontré plusieurs représentants de partis et de groupements politiques autour du processus électoral en cours. Les échanges ont été particulièrement tendus. Certains responsables politiques dénoncent des discussions du décret électoral qu'ils jugent exclusives et susceptibles de compliquer l'inscription des candidats. Le processus d'inscription des candidats débute ce 20 août, mais les acteurs politiques tardent à se manifester. Malgré les avancées enregistrées par le CEP, plusieurs dirigeants restent réticents face aux dispositions du décret électoral et réclament des changements. Et puis les États-Unis ont déporté 161 ressortissants haïtiens vers Haïti ce jeudi. L'avion affrété par l'ICE a atterri à l'aéroport international du Cap-Haïtien. Cette nouvelle vague de déportation intervient dans un contexte de durcissement de la politique migratoire américaine à l'égard des Haïtiens en situation irrégulière. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir pour une prochaine édition de ce journal. Mais restez branchés Métropole, la programmation continue. Bonsoir.